Alors, pour la prochaine intervention, on reste toujours dans les impacts des politiques néolibérales. On varie un petit peu, par exemple, la forme. Alors, il s'agit d'un dialogue, un dialogue entre deux personnes. Je les nomme tout de suite. Il s'agit de Michèle Blanchard, qui est directrice générale de la maison DEREL, une ressource alternative communautaire pour les personnes vivant avec le VIH-Sida. Bonjour, Madame Blanchard. Bienvenue. Ainsi que Marie-Josée Brouillette, qui est psychiatre au Centre universitaire de santé McGill. Et le titre de leur dialogue, Au-delà de la logique comptable, les enjeux cliniques et la santé des personnes, des intervenants et des gestionnaires. À vous, mesdames. Merci, merci. Bonjour tout le monde. Comme vous savez, la barre est haute. Alors... On a un projet. On a un beau projet. D'abord, je veux remercier le comité de nous faire confiance. Moi, j'étais contente de ne pas faire de PowerPoint aujourd'hui, en faisant le défi que nous allions nous partager cet échange avec vous. J'ai connu Marie-Josée dans une période cruciale de l'histoire du VIH-Sida avec l'équipe il y a presque 15 ans, 17 ans, quand les trithérapies sont arrivées et que nous avions une expérience très, très, très tangible, grand défi sur les arrivées des gens avec des pertes cognitives. Et vous savez, quand on trouve un psychiatre ou une psychiatre qui a de l'allure, on en prend soin. J'ai littéralement manipulé pour la garder. Elle est avec moi après toutes ces années. L'équipe, on est très content de travailler avec Marie-Josée. C'était pas simple pour nous de comprendre ce qui se passait dans notre clientèle qui souffrait de grands troubles de santé mentale reliés au VIH ou non. Et il n'y avait pas beaucoup de psychiatres prêts à regarder la question. Alors, elle est avec moi aujourd'hui. On est très fiers de vous ramener sur le terrain des vaches. Éric et Nicolas nous ont emmenés dans... Aujourd'hui, je réalise qu'avec mon équipe, projet, autonomie, il va falloir reviser nos plans d'accompagnement. Alors, ça part très mal. Voilà. Alors, nous aurions pu vous parler de tous les impacts dont vous avez mentionné, économiques, travail, emploi, l'alimentation, les banques alimentaires, tout ce que vous connaissez probablement. On en a ciblé d'abord la question de la sécurité du revenu, le milieu de la santé, les professionnels. Je vais inclure une petite parenthèse sur les punaises de lit pour vous faire rire et conclure avec, parce que c'est symbolique, et conclure avec quelques notes d'espoir quand même. Alors, je vous présente Marie-Josée Brouillette. Ça me fait bien plaisir d'être avec vous. Oui, je suis médecin psychiatre, je suis médecin spécialiste. S'il vous plaît, gardez les tomates. Ça fait... C'est très difficile de se sentir désolidarisé du reste de la société dans le moment. Moi, je suis arrivée en VIH en 1990. Ça a beaucoup marqué l'évolution de ma carrière. À ce moment-là, on se ramassait beaucoup avec des gens d'une variété d'histoire, mais beaucoup de gens qui étaient dans la fleur de l'âge, qui étaient impliqués dans leur profession et qui, du jour au lendemain, avaient le tapis tiré sous leurs pieds et perdaient tout. Il y avait une psychologue à ce moment-là à notre clinique qui avait fait un travail sur qu'est-ce qui prémunissait un peu les gens contre des problèmes de dépression sévère dans ce contexte-là. Et une des choses qui m'était restée, c'est que les gens qui ont des sources de renforcement intérieur étaient mieux protégés contre la dépression dans des situations comme ça que les gens qui recevaient beaucoup de leur valorisation de la société. Statut social, reconnaissance dans le milieu du travail. À partir du moment où on était en arrêt de travail, si on perdait tout ça, on perdait notre identité. Alors, l'emphase sur qu'est-ce que les gens considèrent comme important et qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme source pour les nourrir à l'intérieur d'eux-mêmes est toujours resté. Alors ça a continué après l'avènement de la trithérapie. On voulait parler de la sécurité du revenu parce qu'avec les changements qu'il y a eu dernièrement, je me suis ramassée dans une situation qui est un peu paradoxale et qui n'est pas toujours facile à vivre, mais avec laquelle on a réussi à bien travailler.
Moi, mon approche avec les clientèles en grande vulnérabilité, même si dans les médias, on parle beaucoup du DSM, je pense que je ne suis pas marginale dans mon ignorance presque totale du DSM dans ma pratique clinique. C'est-à-dire, pour la plupart des psychiatres, le DSM, c'est comme les critères qu'il faut apprendre pour savoir quand est-ce qu'on fait un diagnostic de pneumonie. Les implications, en fait, du traitement sont vraiment assez marginales. Alors, moi, mon implication avec des gens qui ont des situations de grande vulnérabilité, c'est de savoir qu'est-ce qui est important pour vous dans le moment. C'est d'essayer de créer une vie qui a du sens et non pas une vie avec un fonctionnement. Le but, c'est le sens. Le fonctionnement peut être au service du sens, mais ça reste toujours à définir qu'est-ce qu'on appelle du fonctionnement. Alors, moi, que quelqu'un dise, moi, ce qui a du sens dans ma vie, c'est mon chien, puis qui aimerait pouvoir sortir le chien 3 fois par jour, moi, je trouve ça parfaitement légitime. Mais il y a d'autres gens pour qui une vie qui a du sens, ça va inclure contribuer dans la société, que ça va leur donner une impression que leur vie a du sens et a de la valeur, ça aussi. Avec les changements qu'il y a eu dans la sécurité du revenu, je me retrouve néanmoins dans une situation où je rencontre des gens et souvent, au lieu de pouvoir focusser sur les forces, il va falloir que je focus sur les faiblesses. Ça va prendre un diagnostic, il va falloir peser fort. Et c'est une situation où on se rend compte que le diagnostic comme tel va seulement être une petite partie de la solution, dans le sens que les gens, pour pouvoir cheminer, vont avoir besoin au moins d'une certaine sécurité financière, de l'accès à du logement, qui vont pouvoir manger. Alors, c'est des choses où, à travers une mesure administrative, je vais pouvoir contribuer, mais c'est un début et définitivement pas une fin. Cependant, ça devient difficile dans un contexte où les gens, par la suite, vont avoir une peur morbide de perdre leur sécurité financière. Et même des fois, ça peut empêcher les gens de progresser, parce que de progresser, ça pourrait vouloir dire éventuellement perdre une sécurité financière et que ça va les remettre dans un cycle de vulnérabilité. Alors, les pressions financières, de cette façon-là, peuvent nuire au rétablissement. Et moi, dans ma relation avec les gens, ça va amener à mettre beaucoup une emphase sur les diagnostics. Et c'est difficile, d'un côté, de dire, bon, on va remplir le papier, on va mettre le diagnostic de je ne sais pas trop quoi sévère. Maintenant, on va changer d'approche, mais on va parler de tes forces. Alors ça, comme psychiatre, c'est un peu une dualité qui est pas facile à vivre. Donc, qui pose des questions éthiques. À la Maison des Rêves, comme dans beaucoup de groupes communautaires, je suis certaine, voici quelques façons que ça s'est traduit dans les dernières années, ce qu'on parlait tantôt avec Éric. L'accessibilité à l'aide financière, avant, avait une forme quand même assez bien organisée. D'abord, les agents d'aide socio-économique pouvaient rencontrer des gens vis-à-vis, face à face. Maintenant, les agents ont tout fait pour éviter de voir les gens. Donc, prenez par exemple notre clientèle qui a des grands enjeux au niveau de santé physique et santé mentale, se retrouve avec une pile de documents à remplir, d'avoir les bons chiffres, les bonnes informations dans une documentation de plus en plus complexe à donner sans être vu. Hein? Alors, je ne sais pas si vous savez, mais je ne pense pas que notre monde a des fax et des iPhones. Mais on les traite comme s'ils avaient tous ces moyens pour donner l'information qui les concerne, leurs revenus de l'impôt, toutes leurs informations personnelles, les dernières journées de travail, etc. Donc, imaginez quelqu'un qui sort de l'hôpital, qui se ramasse dans une ressource d'hébergement, qui essaye de reprendre sa santé, qui a 3-4 problèmes de santé qu'ils doivent soutenir et en plus renouveler une demande d'aide financière avec des cartes adéquates. Bon. Ce que ça change, on m'a demandé de parler aussi de l'impact de la gestion dans nos groupes communautaires, c'est que la moindre erreur, le manque de documentation ferme la porte à pouvoir bouger autour d'une demande de la sécurité du revenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça rend en effet la possibilité pour un agent d'aide à l'emploi ou à l'aide de la sécurité du revenu de montrer qu'il a réussi son quota, de ne pas
avoir fourni autant de la sécurité du revenu et réussi à économiser pour le système un montant X dans son année. Et ça, je peux vous justifier, Karen le sait, les agents sont pris avec cette exigence de démontrer qu'ils sont capables de retenir assez les demandes pour économiser. Donc, c'est un cercle vicieux dans lequel nous, on se retrouve dans le communautaire à évidemment accompagner les gens quotidiennement pour d'abord comprendre les documents, de remplir adéquatement, les rendre au bureau et presque automatiquement, c'est refusé. Qu'est-ce que ça veut dire? Demande de révision. Faut donc être en forme. Hein? Faut que l'intervenant soit en forme aussi. Et moi, je me fais dire comme directrice d'une maison, faut que je retourne avec le client. J'ai même un intervenant qui a dit à un agent, vous ne me croyez pas que c'est un anxieux depuis 20 ans, un monsieur qui ne travaille pas. Est-ce que vous voulez le voir? Il l'a emmené au bureau. Ça a pris 3 minutes pour l'agent de dire « j'ai compris », il a sa demande. Donc, on est dans ce genre de travail, j'imagine qu'il y en a plusieurs ici qui connaissent, où la démarche, elle est plus ardue, elle est plus longue, elle demande une vigilance. Et c'est comme ça que se joue le truc d'économiser ce que le système de la santé veut faire. Pour ce qui est des contraintes sévères et permanentes, c'est encore pire. Qui peut vivre avec 616 $ par mois? Alors, il est encore plus difficile d'avoir le 800 $ dont on a droit, à moins de vraiment faire traiter le dossier, ce qui est long. Si le dossier est refusé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des gens qui essayent de payer leur loyer ne peuvent pas le payer. S'ils sont en hébergement temporaire, ils ne peuvent pas tout de suite donner leur contribution. Donc, nous, les groupes communautaires, devons attendre avant d'avoir le revenu qui permet qu'on aide ces gens-là. Donc, c'est ça le cercle vicieux. Étonnamment, les demandes de révision sont acceptées. Donc, c'est de rendre la démarche difficile. Je voulais vous dire les témoignages, mais je vais aller très vite. J'ai un monsieur Inuit qui avait abandonné les demandes, qui était tout à fait en droit de la recevoir et qui nous répétait « ça ne donne rien, ça ne donne rien, vous ne l'aurez pas ». On ne l'a pas écouté, on lui a tenu tête, on a essayé plusieurs fois et on l'a réussi. Donc, c'est un peu pour vous dire, c'est dans ça qu'on se retrouve, dans le débat de quelles alliances on va créer, quelle solidarité il faut avoir pour faire déboucher le droit d'accès à ce genre de sécurité du revenu que les gens ont droit d'avoir et qui ne sont pas bien et ni aptes à travailler, ne serait-ce que temporairement ou à moyen long terme. C'est donc une logique d'exclusion et non d'inclusion, à notre point de vue. Je pense que je peux ajouter aussi qu'on a des témoignages qu'il y a des gens qui essayent de retourner à l'école, ne serait-ce que de se remettre à finir son secondaire 5, tenter d'avoir un peu de stimulation par un cours ou deux. On se rend compte qu'il y a même une connivence, et on n'est pas paranoïaque, mais il y a une connivence entre le système scolaire et la sécurité du revenu pour faire sortir les gens de la sécurité du revenu. Donc, aussitôt qu'ils réussissent à peut-être passer le secondaire 4-5, on dit, on te sort, on te donne une bourse, et maintenant, tu vas être sur le marché du travail. Des gens qui ont 50 ans, qui viennent de communautés culturelles, qui n'ont jamais vraiment travaillé, sont définitivement une population à risque de sortir du système. Vous voyez l'engrenage. C'est ça que je voulais dire sur l'aide sociale. En même temps, on va emprunter à la conclusion, mais on a entendu le mot « alliance » qu'on a entendu quelques fois ce matin, alors on va y revenir. L'autre partie de la population que je vois, pour lesquelles les questions financières sont importantes, c'est des gens qui sont sur le milieu du travail et à cause des changements dans le milieu du travail, se retrouvent incapables de suivre le rythme. Efficience, évaluation, quota. Alors, c'est des gens qui se ramassent en arrêt de travail et que je vois dans le contexte d'un arrêt de travail. Pour la question du burn-out, parfois, on va arriver avec des interventions qui sont un peu étranges, mais on va dire aux gens, par exemple, des gens qui avaient beaucoup d'idéalisme et qui attendaient de leur travail de retirer un sens. Alors, des gens qui aimaient beaucoup leur travail, qui investissaient émotivement dans leur travail et qui, à cause de changements, se ramassent un peu en porte-à-faux entre leurs valeurs qu'ils croyaient et le milieu du travail. Parfois, on peut faire une intervention
à savoir est-ce que ces gens-là seraient capables de faire un travail de façon alimentaire. Pouvez-vous travailler comme on allait chasser le mammouth? On ne cherche pas de sens, on s'en va juste faire sa journée parce que ça prend de l'argent. Et il y a des gens qui vont être capables de faire ce changement-là, mais il y a des gens qui ne seront pas capables de faire ce changement-là, qui ont une attente où vraiment le travail soit porteur de sens. Et on se ramasse dans la situation où soit les gens s'améliorent au niveau de leur santé mentale et retournent dans un travail qui, ils le savent, va encore une fois les mettre dans une situation de difficulté et va probablement mener à un nouvel arrêt de travail, ou alors les gens demeurent dans le premier arrêt de travail, mais demeurer en arrêt de travail, c'est pas la joie, on doit demeurer malade. Alors, ça fait une situation, à cause des changements, du stress au niveau des pressions financières qui amènent des changements qui sont très déshumanisants pour les gens dans le milieu de travail, dans une situation vraiment paradoxale où les gens doivent demeurer en pauvre santé mentale pour ne pas faire face à un retour dans le milieu du travail. C'est un peu surprenant, je dois dire, pour moi. Je pensais que ce débat-là y avait été fait et que les employeurs avaient compris à quel point ça coûte cher, les problèmes de santé mentale, et comment est-ce que c'est payant d'investir dans la santé mentale de nos employés. Je pensais que cette bataille-là, elle avait été gagnée, mais j'imagine qu'il va falloir redécouvrir la roue à mesure que les coûts augmentent. Maintenant, vous dire quelques mots sur la tumeur dans le système de santé sociaux. Ce qu'il y a de nouveau pour nous dans les changements, c'est incroyable à quel point le milieu est devenu tellement complexe que de même rejoindre un professionnel par contact téléphonique, on se retrouve avec des boîtes vocales, avec un rebondissement constant de gens qui apparaissent inexistants. Les références vers d'autres spécialités, notre clientèle touche problèmes de toutes sortes, oncologie, neurologue, VIH, microbiologie. Alors, imaginez-vous le nombre de personnes qui doivent être rejointes et qui sont évidemment dans des secteurs totalement, pas en opposition, mais séparés. Simplement, tenter de vérifier un rendez-vous est extrêmement exigeant. De là, encore, l'importance pour nous, les intervenants ou les travailleurs du milieu communautaire, d'essayer d'accompagner les gens. Et on se rend compte que dans les boîtes vocales, juste le langage, on en a parlé ce matin, la communication est plus ardue. On dirait que ça prend un post-doc pour pouvoir comprendre quelle est la prochaine démarche que je dois suivre pour mon foie ou pour mon système sanguin, mais on n'y comprend absolument rien, à moins de pouvoir aller voir dans un dictionnaire ou dans Google si on est capable de comprendre où est-ce que notre client doit se rendre. Et ça, c'est déjà juste de savoir quel département. Ensuite, il faut le transport pour s'y rendre. Et avant, il y avait un système où il y avait un peu plus d'alliance, puis je pense que c'est une des avenues qu'il va falloir qu'on fonce. Mais on avait des liens. On avait des liens avec les infirmières d'urgence. On avait des liens avec les infirmières du réseau. Et là, c'est les liens, c'est les boîtes vocales. Donc, essayez d'avoir un peu de complicité sur un client qui a une grande difficulté à communiquer. D'abord, qui il doit voir, pour quelle raison, pour quelle partie de son corps. À peu près impossible. On est rendu qu'on a formé des gens dans notre équipe et les bénévoles. Et le mot d'ordre, c'est qu'il n'y a plus personne qui doit se rendre à l'hôpital ou quelque part seul. Ils doivent être deux. C'est ça notre système. Il n'y a plus personne qui part seul pour se rendre à l'urgence parce qu'on sait qu'il va revenir sans fiche de liaison ou à peu près, sans information sur ce qu'il y a à suivre, sans quel est lequel rendez-vous. On est avec une population marginalisée qui a des difficultés à se comprendre. Alors, on est nous-mêmes dans l'organisation d'une gestion totalement différente de ce qu'on avait avant. Il faut maintenant même attendre pour que le transport puisse être géré, soit par taxi. Il y a toutes sortes de retombées financières sur ce que ça veut dire d'accompagner les gens. Une parenthèse, mon père est avocat. Moi, je suis travailleuse sociale, ça fait 37 ans. Quand ma mère a eu l'Alzheimer, on a suivi un cours de 8 semaines pour pouvoir comprendre. Et le travailleur social nous a dit,
je vais être avec vous pour vous apprendre, vous donner un coffre d'outils pour vous débattre dans le système de santé parce que votre mère commence son problème d'Alzheimer. Mon père est avocat, moi je suis travailleuse sociale, je me suis dit, au début, de quoi qu'il parle? Ça fait combien d'années que je connais le système? Croyez-le ou non, ça a été ma Bible. Ma Bible pour ne jamais laisser ma mère seule, premièrement. Et deuxièmement, accompagner l'aidant qui est mon père. Donc, essayez de vous imaginer des gens non scolarisés, hein, des gens qui sont déjà pas en forme, des gens qui se sentent déjà le boulet de la société, qui en plus doivent être accompagnés pour prendre un taxi, se rendre à leur rendez-vous et comprendre la suite des choses. Ça a totalement changé nos heures et notre implication quotidienne. Donc, j'ai échappé un peu mon ordre de pensée. Ça m'emporte, hein? Donc, tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas être surpris que les gens abandonnent ou qu'ils le voient comme un échec et décident que ça ne vaut pas la peine. Donc, on marginalise de plus en plus et les gens qui auraient accès ou droit se retrouvent dans un état d'esprit où ça ne vaut pas la peine. Donc, on a, nous, un rebondissement de ça très clair sur qu'est-ce qu'on a à faire comme intervenant dans le milieu. Les CLSC, de leur côté, c'est presque du fantôme pour nous. C'est rendu qu'on n'a plus accès à ce qui existait, qui était devenu notre partenaire principal. Il n'y a plus de temps alloué, il n'y a plus de budget alloué pour le soutien du domicile. Donc, on a même, nous, un peu abandonné le recours où on le prend à la dernière minute. Et on dit, on va faire le maximum, mais pourriez-vous nous donner un coup de main? C'est pas normal. Ce sont nos centres locaux. Alors, c'est ça les changements dont on parlait au niveau macro. Nous, terrain, on n'y a pas accès. On sent chez les intervenants professionnels un épuisement. On sent qu'ils doivent aller vite. On sent qu'ils n'ont plus le temps. On sent que c'est déchargé rapidement. Il y a des échanges expéditifs sans vérifier si les gens ont compris. Donne des congés rapidement. Nous, on a un rebondissement à devoir retéléphoner pour savoir ce qui se passe. Donc, vous voyez dans quel engrenage on se retrouve. C'est un vocabulaire qui est inadéquat. Les gens se désorganisent et ne font pas le suivi de leur situation. Les accès aux médicaments est aussi d'une complexité. Si le médecin ne trouve pas un médicament qui est aussi couvert par la RAMQ, souvent c'est abandonné. Alors, on doit nous refaire une démarche pour que les gens aient accès à la partie de la médication qui peut être couverte par la RAMQ. Et donc, on a une perte un peu de croisière pour que le traitement ou le suivi soit bien fait de façon adéquate, sans trop de complications. On a je pourrais vous en donner plusieurs, mais on a 2 cas dernièrement. Il y a eu une sorte d'abandon de l'équipe de dire c'est une personne toxicomane ou avec des problèmes de toxicomanie ou d'alcoolisme qui fait un peu de démence, qui n'a pas suivi son traitement, soins palliatifs. On arrête. On se retrouve avec des gens qu'on nous dit s'en vont en soins palliatifs alors qu'on sait très bien qu'on ne meurt plus du VIH aujourd'hui. On a droit au traitement, accompagner, le traitement marche, les gens vivent. Mais ça prend des gens qui disent non, ce ne sera pas comme ça. Et qui doivent rebondir aux équipes, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'on a... Donc, il y a des équipes qui abandonnent à aller plus loin parce que les gens n'ont pas de parole. Moi, je travaille en milieu hospitalier. Alors, pour ceux qui ont des frustrations dans leur relation avec le milieu hospitalier, je ne demanderai pas de lever la main. Non. Je pense que ça pourrait quand même être un peu éclairant de savoir de quoi ça a l'air en milieu hospitalier ces temps-ci. C'est le chaos total. Et les équipes vivent une période très difficile de démotivation parce que il y a eu beaucoup de changements, puis il y a eu beaucoup de réorganisation. Puis moi, ça fait 26 ans que je travaille en milieu hospitalier. J'ai toujours survécu. Je dirais que les derniers changements sont particulièrement difficiles à avaler. Il y a une infirmière avec qui je travaille qui a mis des bons mots là-dessus, que les derniers changements touchent les valeurs, ont touché nos valeurs. Il y a quand même un désir de la plupart des gens qui travaillent en milieu hospitalier de bien faire
et d'aider les gens. Les gens sont allés dans les professions pour ça et on ne se retrouve plus dans le système comme il a été engineeré. Je vous donne un exemple. Je travaille maintenant au site Glen. Si vous voulez être hospitalisé, allez là. Il y a des grandes fenêtres, c'est magnifique. On voit le fleuve. On voit le fleuve, c'est beau. Pour les gens qui travaillent là, c'est un peu moins bucolique. Mais je vous donne un exemple de réorganisation. Alors, il faut vraiment couper le temps des réceptionnistes. Un médecin qui s'en va parler à la réceptionniste, ça prend beaucoup de temps. Alors, les médecins n'ont plus le droit de parler aux réceptionnistes. On a la feuille avec le nom du patient, on marque revoir dans 6 semaines avec 2 petites cases, puis la personne, le patient, doit amener ça à la réceptionniste. Alors, la notion du médecin qui s'en va, qui parle à la réceptionniste, est-ce que je peux regarder, y a-t-il un rendez-vous dans 6 semaines? Il voit un autre spécialiste, est-ce qu'on pourrait mettre ça la même journée? Ça, c'est quelque chose qui est en train d'être banni. Ils essayent de bannir ça parce que ça prend beaucoup de temps, puis ça dérange la réceptionniste qui maintenant va couvrir 10 médecins. Alors, un paquet de changements comme ça. On a eu notre rencontre du département de psychiatrie il y a une couple de semaines, pendant qu'on est en train de préparer notre présentation aujourd'hui. Alors, la bonne nouvelle que j'ai apprise, c'est que maintenant, on s'en va vers le financement par diagnostic. Alors, si je fais un diagnostic de dépression majeure, mais l'hôpital aurait tant. Et puis alors, il regarderait combien ça coûte dans différents hôpitaux traiter un épisode de dépression majeure, et puis ça serait le plus bas qu'il y a. Alors, si on veut combiner psychothérapie, pharmacothérapie, rencontre de famille, parler avec le communautaire, ça va être un modèle qui va être pas très efficient. Alors, c'est cette réorganisation-là qui fait que les travailleurs de la santé ont le moral un peu à terre. Et sont très inquiets de l'orientation que ça prend, mais aussi de la qualité des services qu'ils sont capables de fournir et que ça remet beaucoup de travailleurs en situation où ils se questionnent sur leur avenir dans le réseau de la santé. Les gens sont en arrêt de maladie, les gens parlent de quitter, des gens qui sont dans le milieu hospitalier depuis 30 ans. On se croise sur la rue, oui, toi, oh, moi je sais pas, le milieu hospitalier, je suis plus capable, toi, oh, je sais pas, on commence... alors, c'est un temps difficile. Si vous ressentez des frustrations puis sentez beaucoup de limitations, tout le monde est conscient que la situation dans le moment est intenable. Alors, vous ne rêvez pas. Je vous laisse, je passe sur une bonne note. Parlons punaise. Non, avant, c'est vrai, oui, je ne pouvais pas résister de parler de punaise. J'avais demandé au comité la permission parce que je trouvais que c'était un peu symbolique. Et Marie-Josée est présidente de notre conseil d'administration. Et récemment, j'ai dit, il va peut-être falloir penser à mettre 10 000 $ de côté annuellement pour travailler avec les punaises de lit. Alors, vous allez me dire, tout le monde est concerné pour les punaises de lit. Hein? Le Ritz-Carlton a eu des punaises. La bibliothèque ici, sans vous faire peur, a eu des punaises. Mais dans les groupes communautaires... Alors, ils veulent partir, vous savez. Les groupes communautaires, on est vraiment directement touchés par ça. Mais je vais vous regarder un peu la symbolique. Quelqu'un qui habite dans une chambre dans Hochelaga Maisonneuve et découvre qu'il y a des punaises n'est pas la même chose que Patricia Paquin qui raconte au programme Deux filles le matin qu'en revenant de New York, elle s'y retrouvait avec des punaises. Hein? Pourquoi? Pourquoi il y a une différence entre nous et qui avons un peu les moyens de payer quelqu'un pour venir faire le ménage chez nous, et les gens qui se retrouvent en chambre et qui n'ont pas les moyens. Et je voulais vous partager que pour nous, c'est très symbolique. Il y a un sentiment de honte relié à « j'ai des punaises ». Sur son corps, d'ailleurs, nous, c'est vraiment sur le corps qu'on le découvre et dans nos hébergements. Pour les gens, ça fait partie de leur histoire. C'est un symbole souvent avec leur rapport avec la pauvreté, les logements insalubres. S'ajoute l'état de santé déjà précaire, un défi énorme, de l'insomnie, de l'anxiété qui recommence. Et tout ça, moi, j'aurais pu vous dire, et la santé mentale dans tout ça. Le coût. Impossible pour plusieurs de se battre auprès de leurs propriétaires pour exiger que ce soit fait. Un appartement, une chambre, c'est 350 ou 450 $ une fois. Une garantie de quelques mois pour une visite, mais en plus, la plupart du temps, c'est à refaire. Pour les groupes communautaires comme nous, qui étions très, très, très fiers de l'accueil que nous faisions avec nos gens,
Aujourd'hui, on prépare les gens à l'hôpital. Si tu rentres lundi, on t'avise. Il faudra que tu te déshabilles, que tu te libères de tous tes biens parce qu'on va le mettre dans le congélateur à 24 heures. Tu prends une douche et on te prête du linge en attendant que tes choses soient prêtes. Bel accueil. C'est extraordinaire. Le pire, c'est que les gens sont dociles et acceptent. Hein? Tout ça pour vous dire que les retombées pour une gestion dans nos groupes communautaires sont énormes. Une chambre dans un HLM, dans un lieu d'hébergement, c'est énorme au niveau financier. Un bloc au complet, c'est pas en bas de 5 000 $. Hein? Il y a une collègue qui me racontait qu'elle avait demandé si, dans son milieu, son institution, la CSST la couvrait, si elle allait faire une visite à domicile qui semblait urgente. On lui a répondu que non, parce que c'est pas une lésion corporelle. Alors, elle a dit, alors je vais faire venir mon client ici, et ils ont dit non. Donc, ça va bien dans les rapports 1 à 1. Hein, avec. Alors, je voulais faire cette parenthèse-là, juste pour vous dire que pour nous, ma présidente va devoir voter 10 000 $ pour notre groupe communautaire bientôt. Le message est passé. C'est symbolique, mais pour moi, ça joue dans les retombées de notre situation actuelle. Je pense, Michel, on a quelques secondes. Est-ce qu'on a quelques secondes? Oui, quelques secondes pour conclure. Quelques secondes pour conclure. On ne voudrait pas vous laisser complètement déprimé. Qu'est-ce qu'on... Je demandais à Michel, j'ai dit, Michel, on ne va pas finir là-dessus, hein, c'est vraiment pas, on parle de santé mentale, c'est pas très intéressant. Qu'est-ce qu'on a à dire qui est intéressant? Qu'est-ce que je pense qui est intéressant? Il y a quelqu'un qui parlait de Trump tantôt. Je pense que la situation est rendue au point où ça frise le caricatural et j'ai espoir que les gens, la société va se réveiller. Je pense que des fois, ça prend de perdre quelque chose pour se rendre compte de ce à quoi on tenait. Je pense que la réalisation que la société se porte mieux quand les plus vulnérables sont protégés, je pense que les gens commencent à s'en rendre compte. Et ça prend même pas le besoin d'être altruiste. Si on est capable, on a souvent des gens là, dans le VIH qui viennent de l'extérieur de la ville ou nous, on va ailleurs en conférence. On peut oublier à quel point ça peut être une grande liberté de se promener dans la rue quand on a envie. On n'a pas envie de vivre dans des communautés clôturées. Et je pense que les gens commencent à réaliser, à travers une passe qui va avoir été peut-être un peu caricaturale, que tout le monde a à gagner, qu'il y ait un minimum de soins puis de services qui sont disponibles pour les gens qui sont les plus vulnérables. Je pense que dans le moment, ça appelle à faire des alliances, comme on a construit des alliances avec l'actuel, des alliances entre le communautaire et le milieu professionnel, pour s'assurer que quand le pendule va commencer à soigner de l'autre côté, on va pousser fort pour que ça arrive. Voilà. Et moi, je voulais dire qu'au niveau du communautaire, ce que ça nous a poussé, c'est à peut-être revenir au sens profond des missions qu'on avait à l'époque, d'être des défenseurs des droits. On s'est fait critiquer qu'on s'en venait trop professionnalisé. Je pense que ça nous ramène à ça, à l'essentiel d'être les gens qui avons la chance d'être informés, les yeux et les oreilles de ce qui se passe et d'être avec les gens. Et aussi de créer des lieux où les usagers eux-mêmes sont là. Donc, nous, à DRL, on a partie des lieux de parole, de décision pour eux. Je pense que ça va renforcer ce genre de plateforme. Je voulais juste terminer avec une petite phrase que, comme Nicolas, ça paraît bien. Écouter, questionner, dialoguer, examiner, soigner sont des gestes qui prendront toujours du temps. Quoi qu'en pense le ministre de la Santé, les turiféraires de la méthode Lean. Alors, je voulais juste terminer là-dessus. Merci. Merci. Je pense que c'était une illustration éloquente de cette désorganisation sociale dont parlait Éric Pinault. Effectivement, c'est pas très, ça remonte pas le moral. Et s'il peut y avoir une prise de conscience, on souhaite qu'elle soit plus courte que longue, parce que, en attendant, évidemment, les répercussions se vivent chez les personnes et les personnes en souffrent. Alors, s'il y a des questions, je vous invite à vous diriger aux 2 micros, questions ou commentaires, et comme d'habitude, vous nommez votre organisme. Merci. Bonjour, Julie Cyr, directrice Association québécoise des parents et amis, qui ont un proche atteint de maladie mentale. Bonjour. Imaginez ce que vous avez compté aujourd'hui et que c'est un parent
qui accompagne cette personne atteinte de maladie mentale, qui se fait dire qu'elle n'a pas le droit d'informer, parce que ça prend plus de temps. Je dirais, l'avantage que j'ai à l'ACPAM, c'est que les familles auront toujours leurs enfants et ils seront toujours là. Donc, je pense que le droit de la famille de défendre le droit de son enfant, je pense que c'est ce qui nous donne, nous, une source de longévité dans le temps. Moi, j'ai été directrice d'un centre d'assistance d'accompagnement aux plaintes dans les Laurentides, Cap-Laurentides, et jamais les intervenants du réseau ont été ciblés. Souvent, quand il y a des problèmes d'intervenants, c'est qu'il y a souvent des problèmes organisationnels. Donc, je demande, versus cette expérience-là, de beaucoup de patience avec les gens du réseau. Et mon adjointe, à ce moment-là, m'avait dit « La médaille n'est jamais assez mince pour pas qu'il y ait un autre côté de médaille. » Fait que les familles vont être là, vont toujours être là. Puis je pense qu'il faut continuer. Et comme organisme communautaire, il faut réussir à vraiment faire des alliances avec l'équipe médicale. Puis je trouve que la désorganisation du réseau nous permet des opportunités. Et nos familles y croient. Merci encore. Merci. Merci pour le commentaire très rassurant. Je vais garder mes commentaires courts parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens. J'ai couvert dernièrement pour le commissaire aux plaintes à l'hôpital au Glen qui était en vacances pendant 6 semaines. Ils m'ont demandé, veux-tu être commissaire? En fait, c'est examinateur médical. C'est quand les plaintes touchent les médecins. C'est incroyable le nombre de plaintes qui rentrent, où les familles ont été encouragées à porter plainte par le médecin. Le médecin a dit, portez plainte. Alors, je pense que c'est rassurant de voir que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Il reste donc 5 minutes pour la période d'échange. Allez-y, monsieur. Bonjour, Ron Rayside. Je suis membre du conseil de la CSM, mais j'étais président, je suis architecte, mais j'étais président de Citoyens Jeanne Mance pendant quelques années. Puis, mais ma question, c'est concernant l'accès. Parce qu'avec, moi, je reçois ou j'ai eu beaucoup de commentaires de toutes sortes d'organismes avec qui je travaille historiquement, que surtout les questions de santé mentale, l'accès marche pas du tout. C'est pas depuis le mois de mars que ça marche pas. C'est jamais marché. Et même la santé physique, ça marche, mais dans le comparatif, dans l'Occident, le Québec performe à peu près le moins en ce qui concerne l'accès, même autour de la santé physique. Et avec ce que vous avez raconté, Michel Blanchard, ça veut dire que est-ce que l'accès avant, autour des problématiques complexes, était plus lié à notre carnet d'adresses qu'avec un vrai accès dans l'ensemble du système, que ce soit hospitalier ou via le CLSC. L'accès à la CLSC, ça veut dire que ça fait longtemps qu'on avait oublié ça. Mais on a perdu la notion de contact individuel, alors que l'accès qu'on avait avant, qui était via notre carnet, mais ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a jamais eu, mais c'est ma thèse, c'est un peu ma question, puis il n'y a jamais existé un accès structurel, tu sais, qui était organisé. C'était beaucoup informel. Est-ce que ça résonne un peu? Parce que c'est ça que j'entends de d'autres organisations. C'est une question pareille, même si ça ne paraissait pas comme une question. Excuse-moi. Je pense que c'est... Oui, bien, je suis contente de vous voir. Le milieu communautaire n'a jamais voulu se rentrer dans une formalité qui rentrerait dans des balises trop strictes. Donc oui, c'est dans l'informel et ça dépend des personnes. C'est toujours la même histoire. Dernièrement, on a ouvert un logement pour 8 personnes vieillissantes du VIH. On a été reçus comme des rois au CLSC, accueillis à bras ouverts. Bravo le projet. Tout le monde est prêt à embarquer, mais aussitôt qu'on va avoir une première demande, ça va être complexe. Donc, c'est ça la réalité. Je pense que ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut reprendre la ténacité de garder les liens, de les renouveler, de les refaire régulièrement, de se voir. Mais le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui reste en poste plus que 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça change tellement. Puis ils ont les boîtes vocales.
en plus. Allez-y, monsieur. René Major de l'organisme Vers l'équilibre. Donc, moi, quand j'ai été diagnostiqué bipolaire, le médecin, mais au lieu de remplir une grille pour savoir c'était quoi mes symptômes, c'était quoi mes ressources financières, ben il dit il dit le travail pour toi c'est la santé. Donc à quelque part il voulait pas me mettre en congé, même pas temporaire, parce que ce que je voudrais savoir, c'est à quelque part est-ce que il pourrait avoir une grille qui serait uniformisée pour les diagnostics versus les ressources financières. Parce qu'à quelque part, moi, j'ai travaillé toute ma vie, puis à quelque part, à cause que maintenant, je suis diagnostiqué bipolaire, je suis presque forcé de retourner travailler plutôt que d'avoir les services auxquels j'aurais besoin. Ça va faire 5 ans que je me bats pour rencontrer un psychiatre. Je l'ai vu 2 fois, puis à quelque part, c'est comme retourne voir ton médecin généraliste. Là. Le temps est fait. Je veux juste savoir si ça pourrait exister une grille uniformisée qui aurait justement, comme, mettons, écoute, tu as tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme, c'est quoi tes ressources financières que tu as présentement? Puis à quelque part, au moins, ça nous aiderait, je pense, à pouvoir affronter notre agent d'aide sociale, parce qu'à quelque part, on dirait que les deux, un est contradictoire à l'autre. Si tu as ton diagnostic, l'agent ne veut pas, puis si tu n'as pas de diagnostic, je veux dire, à quelque part, tu n'as pas les ressources financières pour vivre, là. Madame Brouillette, est-ce que vous voulez répondre? Les problèmes d'accessibilité, j'entends le commentaire. C'est un commentaire qui est partagé par beaucoup de personnes. Moi, personnellement, j'aurais tendance à résister à une grille uniformisée en tant que psychiatre parce que les situations sont toujours très différentes. Puis des fois, des situations qui peuvent être décrites grossièrement de la même façon sont vraiment différentes puis demandent des approches différentes. Alors, j'aimerais pouvoir... mais bon, c'est certain qu'il y a des gens qui pourraient peut-être bénéficier de ça, mais moi, j'aimerais encore croire à répondre à chaque besoin, à chaque personne dans des situations qui leur sont particulières. Moi, je comprends, mais je veux dire, juste avoir comme une grille de base avec des nuances pour chaque personne, ça, je comprends. Là. Mais à quelque part, si je n'ai pas certains critères à respecter, mais à quelque part, ma demande ne passera jamais à l'aide sociale. Mais je comprends ce que vous me dites. Merci. Et pareillement, je comprends ce que vous dites aussi. Bon, c'est merveilleux. Monsieur, c'était vous. Merci. Pierre-Justin Lafortune. Comment je vais me présenter autrement? Bon, impliqué dans le milieu de la santé mentale depuis très, très longtemps, j'étais TQ. Alors, et je suis j'ai des troubles. Alors, je suis heureux. Et je suis heureux ce matin particulièrement. Oui, je suis heureux parce que, comme on dit, si on n'avait pas eu ça, on serait ailleurs encore. Fait que je suis bien content de vivre avec ce que je vis pour pouvoir vivre proche de moi, mais proche de beaucoup de monde aussi. Et à ce niveau-là, ce que j'entendais de messieurs Pinault et Moreau ce matin, les psys, pardon, Madame Brouillette, mais les psychiatres et le 1%, si je comprends bien, ça serait quelque chose de semblable. On n'aurait plus besoin d'eux autres, puisque eux n'ont pas besoin de nous autres. Mais pas vous, Madame Brouillette, je suis très heureux de vous rencontrer. Mais cela dit, encore, moi, ce que j'aimerais, c'est que comme personne, comme citoyen, je veux m'embarquer. Je sais qu'il y a quelque chose dans quelques jours, un forum qui s'en vient. Malheureusement, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir être là. Mais j'aimerais savoir, j'aimerais qu'on prenne un temps... excusez-moi, c'est ma passion et c'est mes troubles, quoi, qui apparaissent, là. Mais c'est ça. Je voudrais me rembarquer. Ça fait pas 1 an que j'ai débarqué j'ai pris ma retraite physiquement et moralement du milieu mental et de tous les milieux de travail il y a 2 ans. Il y a 1 an. Et maintenant, je voudrais m'engager, m'impliquer. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. De personnes, de citoyens, mais de citoyens qui ont une expérience, un vécu en santé mentale et en troubles mentaux, on va l'appeler comme on veut, mais vous me comprenez, je sais qu'on est plusieurs à vouloir avancer. Vous êtes plusieurs dans le système, dans les systèmes, que ce soit, mettons, on va dire public, parapublic, OK, à sentir qu'il y a un besoin, mais comment est-ce qu'on peut sentir vraiment le besoin sans agenda privé, sans agenda
excusez le mot là, que j'utilise, mais ce qu'on emploie, là, les agendas personnels. Okay? Monsieur, est-ce que votre question, c'est de savoir comment on peut s'impliquer? Est-ce que comment on peut arriver à faire confiance, à se faire confiance entre nous? Parce que je pense que c'est ça qui manque quelque part. Moi, en tout cas, ce que j'ai observé, c'est que qu'on soit sur un CA, qu'on soit dans un organisme, qu'on soit gestionnaire, ou quel que soit l'endroit où on n'est pas certain qu'il n'y a personne qui veut nous fourrer en faisant un consensus social, mettons, OK, sociétal. On n'est pas sûr qu'il y a personne qui a d'agenda. Est-ce que l'une d'entre vous voudrait réagir à la question de la confiance? Oui, développer des liens. Je veux dire, moi, quand Michel me demande quelque chose, j'ai jamais l'impression qu'elle va me pourrir, là. Je pense qu'à travers les liens, en connaissant les personnes, oui, c'est certain que plus ça devient gros, plus ça devient impersonnel, mais je pense que de créer et de garder des liens. Parce qu'on peut faire confiance à une personne dans un organisme, une autre personne dans un organisme, tout le monde se regroupe, d'accord. Mais est-ce que tout le monde est porté à aller? On a des hauts-là quand il est question, à certains moments, de syndicats, parce qu'on est communautaire. Puis d'autres fois, on ne sent pas que le syndicat partage notre point de vue complètement. Et l'inverse est pareil aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que vous en pensez? Moi, j'espère en tout cas qu'on va sortir d'ici après-midi, qu'on va avoir quelque chose là-dessus, mais qu'on va avoir aussi bientôt un bon forum là-dessus. Merci, monsieur. Une dernière intervention? Alors bonjour, je suis de Saint-Hyacinthe, je me prénomme Yvan. Yvan Pion, je suis intervenant communautaire en accompagnement des personnes judiciarisées. Je suis formé en travail social, mais je travaille vraiment communautaire dans un domaine tout à fait différent. Pour vous rassurer, Dr Brouillette, je travaille avec le service intensif de suivi dans le milieu en santé mentale, troubles concomitants au centre hospitalier Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe. Et on a la chance d'avoir 2 psychiatres extraordinaires qui nous appellent très tôt le matin pour nous donner des nouvelles. Fait que ça, c'est un bon point. Puis c'est pour encourager, oui, on a des gens dignes de confiance dans toutes les structures. Notre seul défi en tant que citoyen-citoyenne, c'est de réessayer et de réessayer encore et encore. Ce que je voulais dire à Mme Blanchard, c'est oui, vous avez raison dans votre... Dans ce que vous avez observé, c'est que moi, j'ai l'impression que mes clients et clientes se promènent entre la marge et la précarité et retournent à la précarité et retournent à la marge. Donc, une situation de classe moyenne, de confort matériel ou d'espoir professionnel, c'est très difficile. Puis j'ai l'impression que ça se multiplie parce que, bon, Éric en a parlé tantôt, le processus, moi j'appelle ça, c'est du machiavélisme postmoderne, là. C'est qu'on sépare les gens de plus en plus. Et le gros bon sens, c'est d'accepter progressivement notre esclavage élégant. Tout le monde. On est de plus en plus séparés, donc il y a de plus en plus de mécanismes de résistance à l'entrée. Les noms comme assurance-emploi qui ont changé, qui étaient assurance chômage avant, on s'en rappelle. L'aide sociale, c'est l'aide de dernier recours. Quand c'est le dernier recours, on le sent. Moi, je suis pas très vieux, j'ai 54 ans, mais je me cherche une place. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau professionnel, je trouve pas mon lieu d'appartenance, et je l'ai compris grâce à vous, Dr Brouillette, lorsque vous avez dit, on se retrouve dans une crise de valeurs. Parce que quand j'ai fait mon cours en travail social, moi, je faisais partie un peu de la balance de gauche qui disait on est des agents de transformation versus les agents de conformité. Il y en a qui n'aimeront pas ce terme-là, mais je me dis, il y a tellement de travail à faire. Et ce que j'observe, la première fois où j'ai voté, c'est à 18 ans, en 1980, et j'ai l'impression qu'on tourne perpétuellement en rond et que tranquillement, la stratégie néolibérale ou tardive, peu importe, là, elle est très efficace. Et il va falloir qu'on soit très forte et très fort pour demeurer allumé, puis pas se contenter de se défouler sur Facebook puis de passer à d'autres choses après. Fait que merci beaucoup. Je voulais aussi peut-être juste terminer sur une note positive. Moi, personnellement, je trouve que j'ai été privilégiée d'être dans le milieu communautaire pour une des raisons que je voulais attirer votre attention, c'est que la vie associative est très présente. Parfois, les gens, on leur demande qu'est-ce qui fait que tu es mieux aujourd'hui? Et les gens disent, ça n'a rien à voir avec les pilules, ça n'a rien à voir avec l'intervenant, ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est que j'avais du monde autour de moi qui croyait en moi. Et on était ensemble, on n'était pas seuls. Voilà. Merci.